Chaque détail compte. Vous savez, il n'y a pas plus grand magicien, je pense, que certains cinéastes modernes. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais en général, les magiciens, les illusionnistes notamment, quand on regarde les spectacles, parfois, moi en tout cas quand j'étais petit, je regardais les spectacles, on se rend souvent compte que tout est devant nous. Et ce qui est fascinant, c'est que le gars réussit à te faire tout le tour et à contrôler en réalité ton regard. Et dès le moment où le magicien contrôle où tu regardes, c'est lui qui te dit ce qui est important, c'est lui qui te dit ce qui n'est pas important. Et à la fin, quand tu finis par trouver la résolution ou alors à comprendre le tour de magie, tu te dis putain de merde, il m'a eu et il est vraiment très fort. Et je me rappelle que quand j'étais petit, je regardais souvent ce genre de spectacle avec une tante à moi et plus le magicien était fort, plus on était attentif. Enfin, c'est-à-dire que on s'était bon, il nous a eu la première fois, continuons la seconde fois, et on regardait maintenant chaque geste, chaque détail, chaque chose qu'il faisait, on était en mode D'ailleurs, Tata Claire, si tu passes par là, on était en mode il va pas nous en voir cette fois-ci. Et à partir de ce moment-là, on regardait absolument tout. C'est-à-dire que même s'il fallait regarder quelqu'un dans le public, on regardait les gens dans le public, on regardait tout parce qu'on se disait que n'importe quelle scène, chaque détail, n'importe lequel comptait. Et plus il était fort, plus il nous poussait encore à regarder, à regarder. Et dans cette stratégie d'illusionniste passionnante qui me rappelle mon enfance, il y a un créateur de contenu en France qui est devenu le maître en la matière. C'est bien sûr Willem qui a fait de ce concept sa marque de fabrique avec des vidéos absolument captivantes sur YouTube. À chaque fois avec des petites énigmes qui te torturent le cerveau, tu te poses 10 000 questions. Et à l'aube justement de son premier long métrage dont les avis sont assez divergents, certains vous diront « Ah putain, j'ai rien compris ». Est-ce que t'as tout compris ? Alors j'avoue que j'ai été perdue à la fin. Honnêtement, non. Non, j'ai pas tout compris. D'autres vous diront encore putain quel génie. Je pense que les deux théories peuvent se tenir. Mais la théorie principale que nous allons décrypter dans cette vidéo est de savoir, est-ce un bon tour de magie? Est-ce que Willem, au-delà du fait que ce soit un cinéaste passionné, un homme qui semble érudit, est-ce un bon magicien avec le film Who? Il était une fois, toutes les histoires commencent comme ça, la tienne et la mienne. Je suis devenu le chemin que mon cœur a foulé. À force d'amour, tous les moyens justifient la fin, quelle que soit la fin en elle-même. C'est une phrase de Wallen dans son album Avoir la vie devant soi, et à peu de choses près, on pourrait l'appliquer à certains formats de Willem. On pourrait peut-être changer de mots, c'est-à-dire qu'entre amour et énigme, à force d'énigmes, tous les moyens justifient la fin, et ça nous ramènerait d'ailleurs en 2015, quand Willem fait partie de ces Viners qui explosent sur Internet et qu'il séduit énormément de monde avec un concept qui à la base est très simple. Ce sont donc des vidéos très courtes, parfois de 15 à 30 secondes au début, qui fascinent par une chose très précise, c'est qu'elles sont très pop culture. En 30 secondes, il réussit souvent à fourrer énormément de petits éléments par-ci par-là. J'ai toujours en souvenir la petite vanne et la petite référence à la mer Noire. Il y a à la fois des références à Rosa Parks, à toute l'histoire. Et en même temps, c'est quelque chose de très simple parce que c'est une histoire de jalousie. Et en même temps, sur plusieurs des formats qu'il va développer, il va commencer même à y avoir des références pop culture, à la danse, à Michael Jackson. C'est-à-dire que d'un coup, pour toute une génération, il va émerger parce qu'en plus, nous étions dans une espèce de spectre d'humoristes ou alors de cinéastes français où c'était souvent les mêmes choses. C'est-à-dire que souvent les mêmes blagues, surtout pour un homme noir, souvent les mêmes blagues clichés, souvent les mêmes portraits mis en avant sans toutefois dévaloriser le travail des autres. Mais en fait, on était souvent dans un même imaginaire pour toute une partie générationnelle de la scène noire francophone. Et donc, quand Willem, ce jeune créateur, arrive, il y a à la fois quelque chose de drôle, d'attendrissant, de rechercher dans les petites énigmes qu'il arrive à vous faire en une minute, et de profondément, et ça c'est très important, identitaire. Identitaire parce que c'est un homme noir, certes, mais aussi parce que pour ma génération et peut-être la génération juste derrière la mienne, et peut-être aussi juste avant moi, en fait, pour toutes ces générations-là, il est le symbole de quelque chose de différent. C'est-à-dire que pour nous, on était fatigués souvent de voir les mêmes genres de films, de représentations. Là, c'est quelqu'un qui nous ressemble, qui parle un peu comme nous à certains égards, qui a les mêmes références culturelles que nous, et en même temps qu'il raconte les quotidiens, il va avoir les mêmes références musicales que nous, le même attrait parfois pour la culture américaine, et en même temps certaines références à la culture africaine. C'est-à-dire que d'un coup, c'est comme un miroir, et ce
qui va être encore plus appréciable chez lui, c'est qu'il décide sous nos yeux d'évoluer. Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qu'on était content. Et donc, du coup, les premières vidéos YouTube de Willem arrivent. Souvent des formats d'environ 5-6 minutes qui va être le format qui vont véritablement les porter. Et dans ces vidéos-là, il va donc commencer à définir ce qui va imposer les codes de son style. Souvent repris et inspiré de thrillers connus, mais en fait, il va se décaler du simple, on va dire, entre parenthèses, sans réduire quoi que ce soit, humoriste français, à quelqu'un qui a envie de raconter des histoires avec des schémas narratifs et souvent constitués de petites énigmes. C'est-à-dire que plusieurs des scénarios de Willem vont souvent revenir sur le spectre du thriller, avec souvent cette voix off sombre, plus grave, appuyée. Je me demande pourquoi est-ce qu'elles ont toujours un doute. Je fais beaucoup d'efforts pour être irréprochable. Alors pourquoi est-ce qu'il leur arrive parfois de penser que je ne suis pas celui que je prétends être? Sur des histoires de la vie de tous les jours, des petites histoires de couple. C'est-à-dire qu'il va associer des mécaniques qu'on retrouvait souvent dans des films à twist, dans des thrillers, avec des concepts ultra générationnels et ultra grand public, et j'ai envie de dire même presque banal. C'est-à-dire que la jalousie, le couple, les relations toxiques, est donc de fait très accessible pour tout le monde. À peu de choses près, même si comparaison n'est pas raison, mais j'ai lu énormément de romans d'elle en début d'année, j'en ai lu une dizaine de Freda McFadden. Je crois que j'ai tweeté à plusieurs reprises d'ailleurs que je ne faisais que lire du Freda McFadden. Pour ceux qui ne savent pas qui est Freda McFadden, c'est la dame qui a écrit La femme de ménage, qui est un des romans qui s'est le plus vendu en 2025. Je crois d'ailleurs que c'est le roman qui s'est le plus vendu en France. Et elle conçoit un peu les romans en romans d'énigmes. C'est un peu des tourne-pages émotionnels avec à chaque fois des mini-récompenses narratives justement sous le spectre du thriller. Et il y a un peu de ça dans ce que Willem va apporter et qui va faire le succès de Willem. Si les mécanismes, la manière de structurer les détails peut sembler parfois complexe, il les rend super accessibles avec des histoires super simples. La première fois que vous venez chez la psychologue? Oui, c'est la première fois. D'ailleurs, vous êtes tenu par le secret professionnel, n'est-ce pas? Bien sûr. En fait, je voulais vous parler de l'agression sexuelle de ma sœur mardi dernier. Par des policiers. Le premier policier... Je l'ai trouvé et je l'ai tué. C'est d'ailleurs à cet effet que fonctionnent plusieurs de ces grands, on va dire, classiques sur YouTube, à savoir par exemple comment sortir de la friend zone. La référence bien sûr, c'est How to Get Away with Murder. Vous êtes sûrement inscrit à ce cours en pensant y trouver la vérité absolue. Eh bien, je peux tout de suite vous dire que vous aviez raison. Je suis le professeur Guillaume Détaliès. Bienvenue dans mon cours de psychologie sociale. Ou comme je préfère l'appeler, comment sortir de la friend zone. I don't know what terrible things you've done in your life up to this point. I'm Professor Annalise Keating, and this is Criminal Law 100, or as I prefer to call it, How to Get Away with Murder. Mais c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant dans comment sortir de la friend zone et qui va être super important pour la suite de cette vidéo et sur la construction narrative, c'est qu'il y a deux personnages principaux et qui sont les deux Willem, le petit étudiant un peu apeuré et le génie qui est le prof qui fait le cours de thriller psychologique. Et donc dans ce cours, le prof commence en disant comment sortir de la friend zone. Tous les élèves donnent des manières de sortir de la friend zone et ils expliquent plus ou moins ce que c'est que la friend zone. Définition. La friendzone est un endroit psychologique dans lequel vous vous retrouvez piégé lorsque vous éprouvez des sentiments envers quelqu'un qui lui ou elle vous considère comme un véritable ami. 19h au lieu de 21h. Mais encore. Si je donne rendez-vous à 21h, c'est que j'ai le temps de me préparer, de me faire belle, donc je vais séduire. Alors si je donne rendez-vous à 19h, là j'ai pas le temps de me préparer. Donc là c'est la friendzone. Et ensuite le prof fait le premier twist narratif. Il dit Tout ceci est faux. Pour la simple et bonne raison que la friend zone n'existe pas. à ce moment-là, vous êtes happé, c'est-à-dire que c'est comme le tour du magicien, vous êtes dans la main de Willem. Et ce qu'on va voir, c'est ce qu'il fait de vous et comment lui-même sort de son dilemme. Parce que d'un coup, vous vous dites, normalement, votre cerveau se dit, pourquoi être dans un cours de friendzone si la friendzone n'existe pas? Et comme lui, il est très fort, il y a un personnage qui est l'autre Willem qui réagit à votre place, qui parle pour vous et qui dit... Non mais je suis pas d'accord. Enfin, la friendzone existe vraiment, c'est pas un mythe. Je connais une fille qui me plaît et qui me considère comme un ami. C'est réel. Ça permet à Willem de dérouler son tour de magie parce que vous êtes dans sa main, vous êtes attentif à tout ce qu'il va vous dire et donc de fait le prof commence à vous dire... Comment est-ce qu'elle s'appelle Chloé. Imaginons que cette fille vous plaise et que vous voulez la séduire. Qu'est-ce que vous lui dites? Je lui ferai un compliment, j'essaierai de flirter, être drôle et après je l'invite à sortir. C'est facile, j'y vais tranquille, je lui fais pas de compliments, je suis pas ambigu. Et cette fameuse Chloé, vous vous êtes comporté avec elle comme avec la fille A ou comme avec la fille B? Quand le prof lui pose les questions, qu'est-ce qu'il permet? Il permet à lui-même de contrôler votre regard et en même temps de vous nourrir, comme le magicien. Dès que le prof se met à répondre, en fait, vous suivez ça en mode « Ah, qu'est-ce que le prof va dire ?» et vous avez l'impression à ce moment précis que le coup ou alors le tour de magie commence. La friendzone est un endroit psychologique dans lequel vous vous mettez vous-même lorsque vous vous comportez comme un ami avec la personne qui vous plaît parce que vous n'avez pas le courage de vous comporter autrement. Voilà ce que c'est que la friendzone. Et la trame narrative continue jusqu'au moment où il y a le fameux dénouement. Le fameux dénouement, c'est que la fille appelle... Qui est-ce qui vous appelle? Chloé? Celle qui vous a friendzoné.
D'accord, répondez au téléphone. Quoi? Répondez au téléphone. Le jeune étudiant, qu'est-ce qu'il fait? Il déroule tout le concept que le prof lui a dit de faire. Non, parce que ce soir, je vois Marie au cinéma ce soir. Ah d'accord, elle te plaît? Chaque détail compte, chaque chose que le prof a dit compte, y compris le fait de se dire que, parce que le prof le dit, bah, si vraiment cette personne-là te friendzone, c'est qu'elle est pas intéressée par toi. Mais je suis ton amie quand même. Je ne t'ai jamais considéré comme une amie. T'es sérieux là? Tu sais quoi, me rappelle pas. Félicitations, vous êtes sorti de la friendzone. Et donc, il le fait de façon mécanique, sans en être très sûr, et quand il raccroche, il se dit... Ça pour vous sortir de la friendzone, se débarrasser de quelqu'un à tout jamais, mais vous êtes complètement fou! Mais qu'est-ce que c'est que ce cours? Vous m'avez fait perdre quelqu'un qui me plaît vraiment, je préférais attendre qu'elle soit prête plutôt que la perdre! Il se trouve que le prof sait très bien ce qu'il fait, quelques minutes après... Vous attendez quoi là? Qu'elle vous rappelle. Tu sais, si tu voulais aller au cinéma ce soir, t'aurais pu me le proposer? Si vous n'avez jamais vu le sketch, ou alors si vous êtes un peu sceptique, et d'ailleurs vous pouvez l'être, vous pourriez vous dire oui, non mais en fait, elle le rappelle pour qu'ils aillent manger, mais quelle est la preuve absolue que le prof a eu raison? C'est là le génie justement de la chose, c'est l'heure. Ok, 19h? Non, plutôt 21h. Et quand elle dit 21h, on se souvient que au tout début du cours, quand le prof a demandé aux différents élèves au début, notamment à certaines filles, pour vous c'est quoi la friendzone, une des filles a dit 19h ou 21h. Mais d'accord. Si je donne rendez-vous à 21h, c'est que j'ai le temps de me préparer, de me faire belle, donc je vais séduire. Alors si je donne rendez-vous à 19h, là j'ai pas le temps de me préparer. Donc là c'est la friendzone. Et le moment où la fille dit 21h est génial et jouissif pour les téléspectateurs parce qu'il se rend compte que le tour de magie de Willem a fonctionné. Pourquoi? Parce que pendant qu'il était en train de regarder le prof et qu'il vous a happé avec le tour de magie, ben en fait le tour de magie était sous vos yeux depuis le début. À la fois c'est jouissif parce que vous êtes récompensé et à la fois vous vous dites putain de merde quel génie. Ça fait plus que m'étonner, ça me trouve le cul. C'est là qu'est né le concept de chaque détail compte en réalité, qui est devenu sa marque de fabrique et qui est devenu aussi fascinant pour beaucoup de gens et qui fonctionne de telle sorte que on regarde tous les détails. Effectivement, comme quand on est des petits garçons, parce qu'on sait que sur chaque détail on peut passer sur quelque chose et qui va peut-être faire en sorte qu'on trouve la récompense avant la fin, ou alors qu'on décrypte avant que on nous ait donné la solution, ou alors qu'on comprenne tout, qu'on soit l'égal de ce prof, parce que souvent aussi effectivement au fil des vidéos on va se rendre compte qu'il y a souvent deux Willem. Il y a le Willem qui est un peu intelligent mais puis qui est pas super démonstratif, parfois un peu hésitant, et il y a l'autre personnage souvent aussi joué par Willem qui lui est un génie, ou alors beaucoup plus machiavélique dans sa manière de penser, et souvent illustré justement par cette fameuse voix off. Et le combat c'est souvent d'aller rechercher comment ça se passe dans la tête de l'autre Willem, du génie, parce que si on comprend ce qui se passe dans la tête du génie, ben en fait, on a presque gagné. Et ce truc va fonctionner super bien sur des vidéos courtes de 5 à 6 minutes, parce qu'à la fin de ces vidéos de 5 à 6 minutes, on a toujours une récompense. On a notre taux de dopamine, on se dit waouh, quel génie, et l'accumulation de détails qu'on a plus ou moins vu ou pas vu nous fait toujours penser qu'il y a un génie encore plus grand qui se cache derrière tout ça. On le retrouve sur la vidéo qui est une de mes préférées, le dilemme du prisonnier, ou encore sur Death Note. Vous connaissez sûrement le dilemme du prisonnier, vous? Non. Le dilemme du prisonnier, c'est ce qu'ils vont nous faire. Le principe est simple. Le principe est le suivant. Les joueurs sont tous isolés dans une pièce différente et je leur propose à chacun d'eux exactement le même accord. Et c'est surtout à partir de là qu'on va rentrer dans ce qu'on va appeler le couloir de Willem. Alors, c'est toujours ce fameux moment de la vidéo, dans ce genre de vidéo, où on analyse plutôt des phénomènes sociaux, culturels, et là, plutôt cinématographiques. Vous savez, la fameuse question d'où tu parles, qui est pour moi toujours très importante, savoir d'où je m'exprime. Et je m'exprime du point de vue d'un fanatique, c'est-à-dire que quand Willem arrive, et d'ailleurs peut-être que vous le comprenez, regardez la phrase de mon blog, je dis toujours que si vous ne me trouvez pas sur internet en train de parler de musique, je suis certainement quelque part en train de lire du Agatha Christie pour savoir comment connaître le crime parfait. J'ai initié ma sœur à ce genre de conneries, et faut savoir que pour nos Noëls, après avoir lu tous les Agatha Christie, on regardait tous les films pour essayer de savoir qui est le meurtrier avant tout le monde. Des fois on oubliait et on regardait des scènes absolument amusantes qui déprimaient mon frère. Et donc de fait l'arrivée de Willem pour moi était un vent d'air frais, une célébration intérieure. Pour ceux qui me suivent, il faut savoir que vous avez peut-être pu remarquer que je ne partage que de la musique hormis Willem, c'est-à-dire qu'en général, notamment dans ces années-là, 2016-2017, je suis d'ailleurs retombé sur plusieurs de mes posts où à chaque nouvelle vidéo, je partageais, parce que voilà, je trouvais ça fascinant et j'étais
j'étais très fier en vérité de voir ce jeune homme s'explorer, se disséquer de cette manière et aussi être capable de me prendre dans ses tours de magie et me maintenir en haleine pendant plusieurs minutes qui devenaient justement de plus en plus grandes. Parce que justement, les formats de Willem se sont de plus en plus étendus. Et le passage aux 10 à 15 minutes, c'est plus ou moins bien passé pour une raison que je vais vous expliquer narrativement. Vous savez que je suis passionné de musique, mais que je suis journaliste à la base, que je suis passionné d'écriture et que mon vrai métier à la base, c'est l'écriture et que les conférences que je fais en général, même quand j'étais récemment à Abidjan, c'est sur comment raconter les histoires. C'est au-delà du spectre musical. Et donc, du coup, narrativement, je veux que là, tout de suite, pour qu'on structure le schéma narratif de Willem, il faut qu'on soit dans un couloir, vous et moi, noir. J'éteins la lumière, on voit ce que ça donne. Ouais, on est un peu plus... voilà. Imaginons le script narratif de Willem comme une sorte de couloir tout noir. Nous sommes dans ce couloir, nous sommes dans un labyrinthe et on ne voit rien. Sauf que, vous êtes d'accord avec moi, le cerveau humain n'aime pas le noir, surtout quand il connaît la lumière. Donc, Willem nous raconte une histoire, mais notre cerveau, même si c'est un tour de magie, veut la lumière. Et progressivement, ce qui fonctionne très bien sur les formats de 30 secondes et de 5 minutes, c'est que la lumière apparaît. Sur un détail qui revient, sur une petite énigme qui se résout, sur quand le professeur pose la question et tout, on a l'impression de voir une petite lumière, on a l'impression d'être guidé dans le couloir. Quand le prof commence à faire son cours dans la friend zone, notre cerveau se dit « Ah, lumière, lumière, lumière ». Comment sortir de la friendzone? Petit à petit, les lumières nous éclairent dans le couloir. Et comme c'est une vidéo de 5 minutes, à la fin des 5 minutes, on a la résolution et on a l'impression que on est sorti du labyrinthe et on a gagné lumière. Notre cerveau, boum, c'est éclairé. C'est une satisfaction. Notre taux de dopamine est au fond. Non, plutôt 21h. Sur les vidéos de 15 minutes, la Friend Zone 2 et les autres, le mécanisme reste quasiment le même. C'est-à-dire que le spectateur est dans le noir et sur plusieurs éléments du scénario, on le gave de petits éléments par-ci par-là pour le récompenser, de petites pirouettes psychologiques par-ci par-là, dans l'espoir final qu'il y ait une récompense au bout des 15 fameuses minutes. Et au bout des 15 minutes de la Friendzone 2, je te dis, ah, les petits lampadaires t'ont éliminé par-ci par-là, et à la fin, quand t'es sorti, il y avait la lumière de fond. Ton cerveau se sent récompensé. Tu te dis, waouh, quel génie. Mais le pizza. Et c'est donc là que m'est apparu le piège narratif de Willem. Et je vous le dis en étant un fanatique, c'est-à-dire quand je dis fanatique, c'est vraiment que je dois même avoir une conversation privée avec lui en mode chaque fois qu'il poste quelque chose, j'envoie dans mes stories en taguant et tout, parce que vraiment pour moi, très fier de voir un jeune homme de son âge essayer, avoir ce bagou d'y arriver, étant très fan aussi de ce genre de film, de thriller à intrigue et tout. Encore voilà, pour moi, voilà. Génie absolu. Il n'y a que, et je suis honnête avec vous, quand il a sorti son trailer récemment, que du coup j'ai tout revu et que le piège narratif m'est apparu de façon très claire. Il m'a été confirmé du coup quand je suis allé voir le film Who au cinéma, même si du coup, ayant tout revu un mois avant, je savais déjà plus ou moins ce qui m'attendait pour le coup, en espérant que ce n'était pas ce qui m'attendait. Je vous explique comment on a pu le voir, le couloir, ce labyrinthe noir dans lequel il nous installe et dans lequel énormément d'auteurs d'intrigue nous installent, fonctionne très bien sur un format plus ou moins court TikTok parce que notre cerveau est rapidement récompensé. Sur une vidéo même de 15 minutes, il y a déjà une différence, c'est-à-dire que si vous prenez du recul, vous allez vous rendre compte que tous les détails ne sont plus essentiels. C'est-à-dire que on construit une énigme, et il y a une énigme au début, on essaie de la résoudre. Ensuite, ce que Willem va faire, c'est qu'il va s'employer à vous faire plusieurs mini-énigmes dans l'énigme, de telle sorte que quand vous êtes dans le couloir, vous êtes tout le temps récompensé par quelque chose qui va avoir la destination finale, la lumière sur la fin. Sur des formats de 15 minutes, ça peut parfois demander à notre cerveau de forcer un peu le trait, de suivre parce qu'on veut volontairement suivre le fil rouge visuel, d'y aller. Mais à la fin, quand même, on est content parce que on a cette satisfaction à la fin de se dire « Putain, mon cerveau s'est allumé et l'énigme est arrivée. » Mais plus le format s'allonge, plus on a du mal à rester dans un schéma énigmatique qui ne tourne qu'autour d'une énigme. Et ça s'est très bien vu sur le genre idéal. Je m'explique. Et William, le fiancé de ma fille, je ne l'ai jamais rencontré. Le roman d'Agatha Christie, par exemple, fonctionne comme un entonnoir inversé. C'est-à-dire que la plupart d'entre eux, que ce soit des héros comme Miss Marple, et énormément de films de thrillers, même Usual Suspect, et plein de films de thrillers absolument exceptionnels à énigmes fonctionnent comme des entonnoirs inversés. Il y a une énigme principale, c'est comme le tour de magie, tout est là
pour qu'on découvre à la fin, mais narrativement, ce que l'auteur va faire, c'est qu'il va se prendre la tête à partir du généraliste, petit à petit au particulier. C'est-à-dire que il va se dire, on a tous les détails, et progressivement, je les amène au particulier. À la fin, vous vous dites, waouh, mais parce que c'est parti d'une intrigue qu'il vous a déroulé petit à petit pour que ça se referme. Willem, son format étant parti de 30 secondes, 5 minutes et 15 secondes, fait progressivement l'inverse. C'est-à-dire qu'il ne change pas sa structure narrative entre 30 secondes, 5 minutes et 15 minutes. Ce qu'il fait, c'est qu'il vous rajoute des énigmes. Et donc, du coup, le temps est plus long, mais le schéma narratif est aussi plus dur. Parce qu'en réalité, ce qu'il fait, c'est qu'il y a une énigme au début, et il te rajoute des détails, 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 il te rajoute des détails. Mais, en vrai, c'est pas désagréable, parce que sur certains détails, il y a toujours une récompense dans la lumière rouge dans laquelle tu es là. Il y a toujours une récompense parfois énigmatique. Il y a une énigme que c'est résout. Et d'ailleurs, dans Who, il y a un très bon moment comme ça, vu que moi je spoil, je vous ai prévenu dans la vidéo que je spoilais, il y a un très bon moment dans Who, vu qu'on va arriver dans Who et dans le genre de réel. À un moment donné, le Janaël se fait piquer par de la kétamine. Plus tard, dans le film, peut-être 30 minutes après, il ingère du poison. Il se rend à l'hôpital, on pense qu'il va mourir, et quand il se rend à l'hôpital, on se rend compte que le poison qu'il a bouffé a déréglé son système nerveux, et les deux, du coup, ont créé deux déséquilibres qui ont mis son système nerveux à la normale. Au lieu de le tuer, ça a rééquilibré tout. Et là, d'un coup, ce qui était super intéressant, parce que j'étais à la première au Grand Rex, tout le public a applaudi à ce moment-là. Je me suis dit, what? J'imagine que quelqu'un qui ne comprendrait pas et qui n'aurait peut-être pas été dans la Willem mania ne comprendrait pas. Mais en fait, quand on y réfléchit 2 secondes, ils ont applaudi parce qu'ils ont l'habitude de ça. Ils ont l'habitude d'avoir de ce genre de petites énigmes dans le truc de, voilà, et ils vont en avoir d'autres, et voilà. Et comme ils en ont comme ça, ils se disent qu'à la fin, forcément, la multiplication de petites énigmes mène à un dévoilement incroyable au final. La problématique était déjà la même dans son format de 37 minutes pour le genre idéal, c'est que dans les grands trailers, genre Shutter Island, enfin, que ce soit un premier ou un dernier film, l'idée principale, c'est qu'à la fin du film, avec la résolution finale, vous reconnectez tous les éléments. Vraiment, c'est-à-dire que tout prend sens, parce qu'effectivement, c'est là qu'on revient à la phrase, chaque détail compte. Dans le film de Willem, ça fonctionne par couche de récompense, de mini-énigmes. Dans ce couloir noir, vous allez avoir parfois un fil rouge, parfois un petit lampadaire, parfois quelque chose qui va passer par ceci. Et vous allez être stimulé comme quand on est stimulé sur TikTok. C'est-à-dire que ça scrolle ou scroller, vous regardez une vidéo, et ça fonctionne comme ça parce que ça fonctionne par... Il y aura une énigme qui va être résolue à 5 minutes. Vous allez avoir une nouvelle énigme à 10 minutes. Vous allez avoir un flashback à 12 minutes. Vous allez avoir une autre énigme à 20 minutes. Vous savez, votre cerveau est tout le temps stimulé. Donc, du coup, vous recherchez, parce que vous êtes aussi le public de Willem, cette fameuse dopamine que vous avez eue sur les 5 premières minutes. Parce qu'il y a eu un moment où il y a une énigme qui a été résolue, et comme votre cerveau se dit que comme il y a une énigme qui a été résolue, en fait, à la fin, vous allez avoir la résolution finale. Vous attendez la fin avec impatience pour avoir la fameuse résolution finale. Problématique, c'est que comme lui-même n'a cessé d'avoir des couches d'énigmes, qu'est-ce qui se passe? En fait, ça devient de plus en plus difficile d'avoir une résolution finale. Et sur le genre réel, qu'est-ce qu'il fait? Il vous dit, si vous n'avez pas compris que vous n'avez pas de résolution, c'est que c'est vous n'avez pas regardé assez les détails. Et c'est là le piège. Si vous vous demandez pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi est-ce que maintenant je n'ai pas l'air de vouloir voler quoi que ce soit, mais plutôt de l'éliminer? Si vous ne savez pas pourquoi, c'est que vous n'avez pas été assez attentif aux détails. Il y a 2 choses qui, selon moi, m'ont paru incroyablement bien réussies dans Who. La première chose, c'est que, alors, je suis dans l'opinion impopulaire parce que j'ai demandé à des amis à moi, c'est que moi, j'ai adoré le début du film. C'est-à-dire que dans le début du film, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, mais je vous ai précisé comment je spoil, mais en fait, c'est une histoire de 9 gangsters qui se retrouvent chez une dame qui est la femme d'un ancien gangster. Ils se retrouvent une fois tous les trimestres. Cette femme héberge un nouveau, et donc du coup, ces gens-là sont rencontrés, amener le nouveau. Quand ils se retrouvent dans la première pièce, il y a la suspicion d'un traître qui mène à un rebattement des cartes. Et moi, j'ai adoré, parce que j'étais en train de regarder un peu, voilà, c'est le début du film et tout. Et à un moment donné, il y a un premier gangster qui se fait éliminer avec des détails très précis. Il y a tout un jeu sur le doute. Ils comprennent tous que la première personne qui ne va pas céder à la pression meurt. Enfin,
c'est très bien mené, et bam, la dame, parce que c'est même pas un des gangsters qui tire sur le monsieur, c'est l'ancienne femme qui ressemble à une bonne femme, qui est toute jolie, voilà, une vieille dame de maison tranquille et tout. C'est elle qui prend son arme. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé ce moment parce que ça, je vais faire une comparaison qui est pas raison, mais ça m'a rappelé, vous savez, la fin de Game of Thrones dans mon cerveau. Je vous explique pourquoi. De la première saison. Parce que je ne m'attendais tellement pas à ce que ce soit elle qui tire sur le monsieur. Alors que le plan est long. C'est un peu grossi le trait en mode elle va tirer. Mais même comme le plan est assez long, je vous rappelle, je m'attends pas à ce qu'elle tire. Et elle se tourne et elle le bute. Et je me dis, boum. À ce moment précis, mon esprit se dit, parce qu'il y a eu beaucoup de critiques autour du film de Willem, et je me dis, Willem ne quitte jamais cette maison. Je suis assis, Willem ne quitte jamais cette maison. Je me suis dit, il a les moyens, le talent, l'opportunité de faire un huis clos exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'en fait, dès le début du film, on voit que le grain de l'image, c'est pas forcément un grain de cinéma, mais j'imagine que c'est un film indépendant, il a dû passer par énormément de sacrifices pour le faire, donc on va pas juger le fait que bon, l'image, c'est pas une image hyper cinématographique. Les plans d'extérieur, il y a quasiment pas de scène d'extérieur, tout est fait en maison, et les plans d'extérieur, c'est les plans de drone, donc en fait, ça, c'est des choses où je comprends qu'il a eu des coupes de budget, et donc quand je l'ai vu entrer dans cette maison avec tous ces personnages, je me suis dit, bah reste là. Oh frérot, moi, perso, tu restes là. Tu les dissèques tous. Ils s'embrouillent pendant une nuit. Personne ne sort. Et au fil du truc, bah, vu qu'il y a une énigme de savoir qui est le traître, chacun se dissèque. Peut-être que l'un a couché avec l'autre. Peut-être qu'on commence à voir comment ils sont chiants, comment ils sont toxiques, comment certains se manipulent, comment certains s'auto-manipulent pour rester là-dedans. Et peut-être même que finalement, ils s'entretuent. Je le dis comme ça, mais je me suis dit, restons là-dedans. Il n'y a pas énormément d'argent. Si on est dans cette maison et que ça se joue sur le cerveau, c'est parfait. En tout cas, c'est ce que j'ai pensé. La problématique, c'est que Willem a fait du Willem. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a ouvert. Et donc, du coup, ils sont sortis. Alors, la raison narrative pour laquelle ils sont sortis, pour moi, s'explique assez peu. Mais en revanche, en tant que réalisateur et en tant que personne aussi, et ça, c'est très important pour moi, qui a dû vivre énormément de pression et qui s'est mis lui-même dans une position extrêmement compliquée, c'est-à-dire qu'il est réalisateur. Il est acteur de 2 personnages. Il est la voix off du film. Je crois que il est aussi chef opération. Enfin, quand on regarde le script à la fin du film, il fait énormément de choses, lui, tout seul. Ça veut dire que énormément de choses reposent sur ses épaules. Et ça, sur une vidéo YouTube de 20 minutes, ce n'est pas très exigeant, mais sur un film de 2 heures, ça demande beaucoup d'aplomb. Et il faut aussi qu'on soit honnête, des fois, il peut y avoir un réflexe, on est des êtres humains, un peu narcissique quand tu fais ta petite vidéo YouTube ou alors ton petit truc sur Internet, de se dire, bah voilà, je suis moi, je vais me mettre en avant. Sur un film qui est beaucoup plus long, en fait, il faut être capable de se mettre en avant et être capable de diriger les autres pour que tous soient au meilleur d'eux-mêmes. Ça veut dire que tu peux accepter que si quelqu'un est au meilleur de lui-même, il peut toi-même t'enlever un peu de lumière. C'est-à-dire que Ryan Coogler est un réalisateur exceptionnel, mais peut-être que c'est aussi un bon acteur. Sauf qu'il choisit quand même de mettre des acteurs qui vont mettre le mieux en avant ses films. Julia Roberts, par exemple, j'imagine que si vous la forcez, elle va vous écrire un bon scénario. Mais je pense que elle sait que elle brille le plus au moment où elle est actrice et mise en avant sur certains films. Par exemple, des fois, il y a quelqu'un qui peut gagner au cinéma meilleur second rôle. Mais le fait d'avoir très bien joué un second rôle ne veut pas dire que tu ne peux pas jouer un premier rôle. Ça veut dire que dans ce film-là, on t'a choisi en tant que second rôle et tu as excellé. Parce que là, à ce moment précis, tu savais comment jouer la note juste, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la répartition de rôles au cinéma, dans un film en tout cas, ne peut pas être la même que sur un scénario YouTube où tu as des fanatiques comme moi qui t'attendent en mode oh c'est toi la star et que je ne veux regarder que toi. Parce que sur un film, bah du coup, je serai aussi plus attentif, surtout, et c'est là donc la durée compte, surtout en fait si c'est construit de telle sorte que vu qu'on est sorti de la maison, plus on sort de la maison, plus bah en fait j'ai besoin de connaître les autres personnages, ou plus j'ai besoin de les voir, plus j'ai besoin de les entendre, plus j'ai besoin de les voir répéter les répliques, plus j'ai besoin de connaître leurs histoires, ben en fait, je suis obligé de les voir. Et quand je les vois, et malheureusement, c'est pour moi un autre second défaut de Who, ils sont quasiment tous en deçà de Willem, hormis la vieille dame. Et
Je trouve d'ailleurs que La Vieille Dame est le point fort de l'arc narratif parce que on entend la voix de Willem, on voit Willem jouer deux personnages et donc La Vieille Dame avec ce petit côté un peu excentrique, un peu fofolle et à la fois très sérieuse a un côté décalé qui permet de donner un peu de fraîcheur à tout le casting parce que le reste du casting c'est pas le fait qu'ils ne soient pas de bons acteurs en eux-mêmes, c'est le fait que des fois on peut trouver que en tout cas moi j'ai trouvé que certains surjouaient, d'autres sous-jouaient, mais pas parce qu'ils sont de mauvais acteurs en soi, mais parce que j'avais l'impression qu'ils n'étaient pas dirigés au meilleur niveau d'eux-mêmes. La vieille dame de la maison était bien parce qu'elle jouait juste. C'est-à-dire qu'elle jouait parfaitement juste. Et comme elle jouait parfaitement juste, elle ressortait. Les autres, parfois, soit surjouaient, soit sous-jouaient, mais on a finalement l'impression qu'ils sont laissés là pour toujours mettre plus en avant les deux personnages de Willem. Ça devient limite un jeu un peu toxique. T'étais-tu déjà demandé si j'existais vraiment? Ou si je n'étais que le fruit de ta créativité? Mais ils sont aidés par une chose qui était déjà à mettre au crédit de Willem et qui était déjà le cas sur ces formats plus courts, c'est le fait que la musique du film fonctionne. La musique, tout au long du film, réussit parfois, même sur des défauts de justesse, à apporter de la profondeur, à apporter un peu d'émotion. Je me souviens de la scène, par exemple, je crois que c'est une youtubeuse qui l'a fait, et vraiment, il y a absolument rien de personnel. Et je crois qu'il y a une scène d'émotion où elle parle à l'un des personnages parce qu'elle a peur qu'il meure. Et donc du coup, elle fait vraiment une scène en mode démonstration. Alors malheureusement, ce moment-là n'est pas juste émotionnellement. C'est censé être un des moments d'émotion du film, mais il n'est pas juste émotionnellement. Ça m'a un peu rappelé la scène de Marion Cotillard. Au moment où elle pleure, je me dis bon. Qu'est-ce qui se passe? Par contre, ce qui fait que cette scène passe bien, c'est que la musique du film, encore une fois, à ce moment-là, change. Et donc, du coup, ça permet à la scène qui est peut-être un peu platonique au niveau de l'émotion, d'être plus grande que ce qu'elle n'est. Et donc, du coup, le choix de la musique tout au long du film réussit à redorer parfois certains moments un peu d'ambivalence du jeu d'acteur. C'est pas au réalisateur et à ses fans de présumer que c'est un génie et comme c'est un génie, si tu n'as pas compris, tu es stupide. C'est au spectateur de se dire waouh, le déroulé est tellement fou, la fin est tellement dingue, tous les détails étaient devant moi, putain quel magicien. Et c'est à ce moment-là que en fait il te regarde en se disant wow, tu es un génie. Et c'est ce moment-là que tous les grands réalisateurs cherchent. Tous les grands réalisateurs de thriller ne se disent pas, comme je suis un génie, je vais faire quelque chose, je vais mettre plein d'intrigues, et dans l'intrigue, et je vais mettre la voix off, et le détail de l'intrigue, et tout. Pourquoi? Parce que quand tu finis de faire ça, et je vous ai expliqué, le schéma, c'est l'entonnoir. Donc ton entonnoir s'ouvre, et en fait, tu perds. Et c'est ce qui s'est passé pour une grande partie des spectateurs qui ont regardé où tu perds le spectateur. À certains moments, il va revenir parce qu'il va y avoir la lumière par-ci par-là, mais tu le perds parce que comme tu as établi le schéma dans lequel chaque détail compte, le problème du fonctionnement en entonnoir où tu le laisses dans le couloir et 5 minutes tu lui donnes une énigme, 10 minutes tu lui donnes un twist, 15 minutes tu lui donnes un... en fait, factuellement, tu lui apprends que chaque détail ne compte pas parce que tu n'as fait que rallonger le format de ce que tu faisais sur 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes dans un long format YouTube. Et autant c'est pardonnable dans un format de 10-15 minutes, autant sur 37 minutes, voire 2 heures, ça peut très vite devenir insupportable. Et c'est aussi pour ça que, honnêtement, ça trouve très peu de portes de sortie narratives. C'est pour ça qu'à la fin de Who, la majeure partie des gens, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait cette vidéo, il y avait une dame qui était derrière moi, une jeune fille, pardon, qui était derrière moi, qui pendant 2 fois dans le film, qui m'a pris comme ça, et qui m'a demandé, Stevie, j'espère que tu vas faire une vidéo dessus parce que je n'y comprends rien. Et je ne dis vraiment pas ça pour me vanter. Quand je suis sorti du film, il y a énormément de personnes, c'est ça qui m'a frappé et qui m'a fait penser à la phrase du genre idéal, c'est que trop de gens me demandaient, on n'a pas compris, est-ce que tu peux faire une vidéo d'explication? Sauf que ces gens ne sont pas bêtes. Et même s'ils étaient bêtes, ils sont pas venus au cinéma pour se culpabiliser d'être intelligents ou bêtes. C'est au réalisateur de leur dire, je vous intègre dans ma grandeur. Et c'est exactement là où vous faute. Vous ne faute pas simplement parce que ce n'est pas super bien joué ou alors parce qu'il y a des défauts autour de la lumière et ce genre de choses. Est-ce que tu as tout compris? Alors j'avoue que j'ai été perdue à la fin. Honnêtement, non. Mais je vais revoir sur Disney+. J'ai pas tout compris, je sais que je vais le re-regarder. Est-ce que tu as tout compris?
Ouais, non. Il a trouvé ça blanc. Non, j'ai pas tout compris. Franchement, au début, j'avais du mal. L'histoire, je comprenais pas trop. Mais vers la fin, ça m'a captivé de ouf. Vous connaissez, les films de Williams, c'est toujours complexe. Ouais, c'est complexe, mais franchement, magnifique. Trop bien, trop bien. Non, vous faute parce que on s'enferma dans des schémas très bien ficelés pour des vidéos courtes. Ben, en fait, il manque le coche de construire lui-même une vidéo longue et à la fin, ayant trop ouvert, il se dit, bah, mon génie sur les petites énigmes suffira à ravir effectivement les téléspectateurs et à se dire que bah s'ils n'ont pas compris, c'est eux le problème. Et une partie du public de Willem va effectivement dire ça, si on n'a pas compris, nous on est bêtes. Mais les autres et la majeure partie des gens qui regardent des films vont se dire bah non, c'est juste un scénario mal maîtrisé. Et on peut le voir, cette partie-là, sur plusieurs éléments. Je vais en citer par exemple 3. Parce que tout au long du film, il y a un truc narratif qui est intéressant, c'est-à-dire que ce héros, Janaël, le froid, rencontre une jeune fille, les parents sont assassinés, et tout le long du film, cette jeune fille ne parle pas. Et c'est un des éléments du film, le fait que la petite ne parle jamais. On ne sait pas si c'est elle qui a le nom du traître, on doute du fait que ce soit Janaël qui ait répondu à l'appel ou c'est elle et tout, mais elle ne parle pas. Et il y a tout un lien émotionnel avec le fait qu'on la suive pendant très longtemps, elle ne parle pas. À un moment donné, la fille meurt. Elle meurt dans voilà, dans une espèce de soap opéra. Voilà, il doit faire les codes et tout et tout. C'est une scène assez dramatique et tout. Et finalement, quand il entre, elle est sous somnifère et bon, voilà, elle meurt. Mais pour moi, le fait que cette fille meure comme ça est un des partis pris qu'on peut retrouver dans les trailers très froid, c'est-à-dire que c'est analytique et c'est froid. Et l'une des autres choses que je ne sais pas si c'est par manque de moyens ou si c'est un choix, c'est-à-dire que on a des plans toujours de loin et cadrés. Vous savez, on n'a pas des caméras qui viennent autour, on n'a pas des caméras qui viennent par plongée et tout pour pouvoir voir les émotions. Donc en fait, c'est toujours un plan filmé fixe comme ça et on coupe. Un plan filmé fixe, on coupe. Et ça, je le précise. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si c'est Willem qui a choisi de le faire pour avoir une sorte de froideur vis-à-vis des personnages ou alors c'est un choix par rapport aux moyens. Mais en tout cas, ça aurait pu être aussi un choix en mode... ça aurait pu être un choix artistique. Mais ce choix artistique-là, si ça en est un, coupe l'émotion. Et même quand la petite fille qu'on a suivie pendant, je sais pas, 50 minutes du film meurt, ben en fait, il y a rien. On se dit, bon, ok, finalement, elle est morte. On l'a suivie 50 minutes avec tous les détails pour qu'elle meure de façon vide. Pareil, il y a plusieurs flashbacks. On fait des flashbacks pour expliquer le personnage du jeune homme albinos, par exemple. Et lui, il joue et c'est souvent... Son jeu est plutôt surjoué, en fait, en vérité. Mais c'est pas gênant, en vérité, que son jeu soit surjoué. Il joue un gangster, c'est à peu près surjoué. Et dès qu'on le voit en flashback, on le découvre en tant que lycéen, tout calme et tout. Et d'un coup, le flashback est inutile. Ce flashback-là est inutile, pas parce que je ne veux pas de flashback sur les personnages, parce que en fait, ce flashback-là qui nous ramène à ce jeune qui est écolier sac à dos ne peut pas correspondre narrativement en si peu de temps à ce que le mec là devienne un gangster super méchant qui tire sur tout le monde alors qu'il y a encore quelques temps il était super effrayé dans la rue de la police. C'est-à-dire que narrativement c'est un détail inutile sur le script de l'histoire. Alors qu'il y a un personnage qui est super intéressant sur son passé, c'est le personnage de Wilson, l'autre Willem. C'est-à-dire que lui, on le voit appeler sa famille, à un moment donné, sa famille est fière de lui parce qu'il travaille dans cette entreprise aéronautique, et en fait, lui, à aucun moment de toute l'histoire, on nous explique ce qu'il fait chez cette dame. Pourquoi est-ce qu'elle l'a véritablement recruté, ce qu'il fait là-bas. C'est-à-dire que on est bourré de détails sur plein d'histoires, mais l'énigme réelle se retrouve étouffée par les détails. Et si vous y réfléchissez pour les personnes qui ont vu le film, les moments un peu euphoriques, par exemple le fameux moment où il essaie de sortir la fille de la prison de glace, là, je sais plus, du réfrigérateur, je sais plus ce que c'était, ou alors de la chambre froide, là je crois que c'était la chambre froide plutôt, et en fait il fait les codes 0001, 0002, 0003. Bon, je passe sur le fait que cette scène-là m'a saoulé parce que personne au monde ne fait ça, personne ne va faire 0004, 0005, machin, ça m'a énervé. Et le pire de cette scène-là, et je tiens à me dire, le pire, c'est qu'après, il arrive à 5000, pause, il arrive à 5000. Mais on est d'accord qu'à un moment donné, quand il part pour arriver là-bas, on voit la plaque d'immatriculation de la voiture. On a le numéro de la plaque d'immatriculation. Comme on est dans chaque détail compte,
On aurait pu se dire, en tout cas, les gens qui regardent chaque détail, se dire, ah, en fait, quand il va faire tous les codes de la 001, il va arriver au numéro de la plaque d'immatriculation, et ce sera bon, donc ce sera 3000 quelque chose. Et il y a un pote qui m'a dit, quand il a fait 5000, j'ai commencé à dormir, et j'ai hurlé de rire. Parce qu'effectivement, il arrive à 5000, mais c'est pas ça le problème. C'est qu'au lieu de faire 5001 et faire peut-être 10 000 ou 9002, il reprend tout 10 000, tout 9 000, 8 000, et finalement, il se trouve que le code c'était 5001 ou 5002. Donc en fait, il fait tout ça pour rien. Je sais, vous allez vous dire que là, je suis un peu marseillais, mais cette scène m'a saoulé au par ailleurs, parce que je me suis dit, ah, c'est too much. Mais le brillant de cette scène, si vous voulez le mettre en avant, c'est que vous coupez le film, vous prenez cette scène, ces 5 minutes-là, vous les mettez sur TikTok avec un script un peu narratif au début, deux hommes qui se battent. On dit que la fille, la jeune fille, c'est la fille du mec, et en gros, son ennemi a emprisonné sa fille, et il est dans un espèce de cafouillage comme ça, il arrive là-bas, il fait le code, et après il récupère la fille, et finalement la chance, ça fait en sorte que sa fille soit toujours éveillée. Quand il arrive là, le laser passe, mais il réussit à traverser le laser, et il récupère sa fille et tout. Ça vous fait une vidéo TikTok exceptionnelle. C'est-à-dire que ce moment là précis, par exemple, ça vous prouve narrativement ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que ça fait un truc sur TikTok, vous le postez, tout le monde partage parce que le temps d'attention est facile et que finalement le script narrativement avec la voix off passe. Sauf que ce genre d'assemblage de moments ne fait pas un grand film. Ça fait un moment qu'on passe et on ne peut pas nier la fierté, en tout cas que moi j'ai de voir Willem essayer, réussir, de le voir passer du téléphone au grand écran. En fait, j'imagine que pour beaucoup, vous allez vous dire, mais je le défonce, alors qu'en vérité, je pense que c'est la meilleure aide que je puisse apporter à lui, à n'importe quel jeune réalisateur français, parce que je le fais avec toute la tendresse que je peux avoir pour eux. Et pour un réalisateur noir en plus, je ne peux avoir que la tendresse de dire ce que je pense, de donner ma petite vision, de donner mes petites annotations, mais aussi d'avoir la justesse de me dire que je le fais avec la tendresse que peut-être que le grand cinéma n'aura jamais à leur accorder, parce que j'ai effectivement énormément de tendresse et de spectre à voir les détails qui soient notables ou pas, mais peut-être qu'une chose que je peux dire pourra aider, pas forcément Willem pour ses prochains films, parce que peut-être que lui sait exactement ce qu'il veut faire, mais peut-être un jeune réalisateur qui se dira, je vais y penser et je vais voir les choses différemment. Wilson, ce n'est pas un problème que tu sois intelligent. C'est bizarre, mais j'étais même pas, pour être honnête d'ailleurs, je te fais une confidence. Quand je démarre le projet Who, c'est pas un long métrage. Ouais. Je sais pas vraiment ce que c'est. À cette époque, il y avait vraiment l'explosion des séries. Mais oui, quand on sort de Who, ce qui me gêne, c'est que je ne sens pas de générosité pour le téléspectateur. Et ça me gêne parce que je sais que je ne sens pas de générosité pour le téléspectateur, pas parce que Willem n'est pas talentueux, mais parce que je pense que ça a fini par être intégré, que Willem est le personnage de Friendzone. C'est-à-dire que l'autre personnage, le fameux génie qui explique tout. Vous savez, il y a toujours deux personnages. Il y a le génie, même dans Who, il y a le génie, il y a le personnage un peu bête. Et donc, du coup, comme on est tous partis du principe que Willem est le génie, bah en fait, il n'a plus besoin de finir son script et qu'à la fin, on se dise « Waouh !» comme on pouvait se dire sur des formats courts. Maintenant, il part et il te laisse en mode « Ouais, mais tu vas chercher et tu vas chercher dans ton cerveau. Et si tu trouves un jour, ça veut dire que tu es peut-être à ma hauteur. » Sauf que ça ne peut fonctionner que justement quand ton script tient de bout en bout avec chaque détail qui compte. Quand tous les détails peuvent s'embriquer et que tu peux te contredire et que tu as regardé Sinners. Oui, tu as regardé Sinners. Du coup, ton marabout meurt. Et après, il revient à la vie. Bah non. Parce que d'un coup, eux-mêmes se disent, frère, c'est vrai que je suis bête, mais peut-être que tu n'es pas si intelligent que ça, parce que le piège est là. Le piège est que plus tu joues sur ça, plus les gens se disent, mais peut-être que toi-même, en réalité, t'es pas si brillant, t'es avec moi au quartier. Parce que tu leur permets de voir tes failles. Et je trouve d'ailleurs que, pour moi, si on devait me poser la question de savoir qui était vraiment le traître, je pense que le traître, c'est forcément Janaël, le personnage principal. Quand le film se termine, le mec qui le frappe vous dit que c'est un démon. Et il y a tout le jeu entre Janaël et Wilson, parce que la fameuse pièce du début, dès qu'il arrive, Janaël donne la pièce à Wilson, en lui disant tu ne me seras pas redevable. Mais vers la fin du truc, au moment où Wilson doit décider si on rejoue ou pas, il fait jouer avec la pièce de Janaël. Donc du coup, comme il fait jouer avec la pièce de Janaël et que Janaël est toujours chanceux, Janaël avait prévu tout depuis le départ.
il avait déjà mis Wilson dans sa poche et donc du coup il avait embriqué tout le jeu. Vous voyez, Damso est totalement sous-exploité. Le personnage de Damso est totalement sous-exploité, on le voit 10 secondes. Et la question que je pose aux personnes qui font les enquêtes et tout, et qui, voilà, pourquoi est-ce que Willem joue deux rôles? C'est-à-dire qu'il joue Wilson et il joue Janelle. En vérité, je pense savoir que le scénario était écrit pour que ce soit les deux traîtres aussi, parce que quand il lance la pièce, la fille lui avait précisément dit que le fait de rejouer allait rendre coupable Janelle. Donc Janelle est le coupable. Et c'est le jeu entre Janelle et Wilson. Mais au cas où ça ne l'est pas, s'il faut vraiment chercher dans le scénario, pourquoi est-ce que Willem joue les deux rôles? Parce que un, ça lui met une pression incroyable. Deux, les deux ne sont pas joués exactement pareil. Mais en plus, est-ce que les autres 9 gangsters, là, les autres 8 gangsters sont totalement stupides? Ils voient bien que les deux se ressemblent un peu. Enfin, ils sont pas stupides. Donc, à un moment donné, ils se demandent est-ce que c'est des cousins. Enfin, il y a un truc, il y a une ressemblance. Enfin, on voit des gars super intelligents, super brillants dans une pièce. Le fait que le même personnage soit joué 2 fois, c'est pas un avantage au niveau du scénario si le scénario ne dit pas que c'est la même personne, ou ils se connaissent, ou alors voilà. Mais c'est pire parce que techniquement, ça se voit que ça oblige de faire des choses alors qu'on n'a pas un budget incroyable. C'est-à-dire que les contres chantent tout le temps. Dès que l'un est dans la pièce, on ne remet pas l'autre dans la pièce. Donc du coup, ça se voit en fait techniquement. Et l'utilité de jouer les deux rôles, si ça ne se ressent pas dans le scénario, ça tombe un peu à plat. S'il y a un vrai impact sur le fait que Janelle et Wilson soient joués par Willem, il faut qu'il soit démontré à la fin de l'énigme. Mais en réalité, ça ne fonctionne pas et ça ne paraît pas comme dans les thrillers à énigmes de façon très directe parce que ce n'est pas conçu de façon à vous ramener vers quelque chose de précis. Et au début, c'est une promesse que la lumière finale sera extraordinaire, mais le labyrinthe finit par vous perdre. Et c'est pour ça que la plupart des gens sont sortis de là en se demandant encore où était où. Mais je pense vraiment que où c'était Janelle et Wilson. Et je le pense parce que narrativement, c'est la thèse la plus plausible, mais aussi parce que je pense que Willem s'aime beaucoup. Et quand je dis qu'il s'aime beaucoup, ce n'est pas une critique en mode il ne devrait pas s'aimer, c'est pas ça. Je suis très content qu'un homme, ou un homme noir s'aime aussi et porte son projet tout au bout. Mais comme il est autant présent partout et comme j'ai eu l'occasion de revoir avant le film ses anciens scénarios, j'ai compris que c'est plus logique que l'affrontement se soit fait entre le lui gentil et lui méchant, Janelle, comme il a eu l'habitude de le faire. Et ce qui l'a empêché pour moi de le réaliser parfaitement, c'est justement parce qu'il est passé par une narrative qui récompense les formats courts. C'est-à-dire que si c'était un truc de 5 minutes, ça aurait été exceptionnel. Un truc de 2 heures, en fait, ça brouille l'idée que chaque détail compte et factuellement, ça donne ce film ambivalent qui va réjouir une grosse partie de ses fans parce que ses fans diront ouais, au génie, nous on est un peu bêtes donc vraiment il est au-dessus de nous et ils vont partir de cet état d'esprit-là. Mais je pense que cet état d'esprit-là peut être dangereux parce que dès que tu quittes ta fanbase et que tu rejoins un autre public, en fait, cet autre public, n'étant pas fan, va être beaucoup plus dur et à la fin du truc va se demander mais qu'est-ce que j'ai regardé? Et le danger aussi avec Who, c'est que comme il a été fait avec moins de moyens, demander à regarder donne aussi à voir les défauts, à savoir le jeu d'acteur, la lumière, le grain et tout. Et ça peut laisser un goût amer. Dans tous les cas, c'était mon analyse de ce film. Elle n'est pas parfaite, je suis moins imperfectible et j'estime que nous avons tous à l'être. N'hésitez pas à me donner tous vos avis sur ce film de Willem, ce que vous en avez pensé, comment vous avez vécu ces anciennes vidéos, comment vous voyez la réception autour de ce film, pourquoi il scinde, est-ce que vous pensez qu'il devrait évoluer vers autre chose ou alors, comme moi je pense, pas évoluer vers autre chose en tant que tel, mais construire des films. Et quand je dis ça, c'est vraiment pas de façon méprisante, parce que je sais que certains vont se dire, mais il se prend pour qui? Non. Quand je dis construire des films, c'est que je pense qu'il a largement le talent de le faire, mais qu'il est en train de se piéger bizarrement par YouTube. Parce que quand vous regardez Le Genre d'Idéal, et que vous regardez Who, c'est la même dialectique idéologique. C'est-à-dire que c'est des pirouettes, avec une idée de base, et à la fin, malheureusement, tu ne peux pas en sortir droitement et tu dis finalement bon je pars et vous allez vous débrouiller avec la fin et chacun va réfléchir, peut-être dans 10 ans je reviendrai avec le 2, mais moi je veux pas qu'il revienne avec le 2 qui va ressembler à Who avec les... Non, je veux qu'il puisse se dire voici mon énigme de base, je vous amène tranquillement ici et à la fin, dès qu'on sort de là on se dit putain de merde, ça a duré 1h15, ça a duré 1h20,
Mais qu'est-ce que c'était exceptionnel parce que j'ai su où m'amenait, chaque blague était bien placée, chaque truc était drôle. Je vous encourage à aller le voir sur Disney+, parce que c'est toujours utile pour tout le monde de se faire un avis. J'ai pas trop donné de détails sur le film pour que vous alliez voir, que vous reveniez peut-être sur ma chronique en me disant tu as tort sur ceci, tu as raison sur cela. Mais ça reste bon enfant. Pour le coup, chaque détail ne comptait pas. Hein, Willem? Non, chaque détail ne comptait pas parce qu'il y en a trop que j'ai noté. Le moment où vous dites tous la catémine. Bah, moi, j'étais à fond en train de me dire, mais la catémine, c'est quoi? La catémine, c'est quoi? Je me disais, est-ce que c'est une drogue que je ne connais pas? Et c'est pour ça que moi, depuis le début de la vidéo, je dis kétamine. Et c'est après que j'ai compris qu'en fait, tout le casting se trompait. Ils disaient tous la catémine, alors que eux-mêmes voulaient dire la kétamine. Regardez, tout le monde dit la catémine. Ça, je suis désolé, je fais des erreurs aussi dans mes vidéos sur YouTube. Vous voyez ce que je veux dire? Je fais des erreurs, des fois je dis des mots, voilà, donc je comprends. Donc s'il n'avait pas ingéré autant de venin, il serait mort à cause de la catémine. Et s'il ne s'était pas injecté autant de catémine, il serait mort du venin. Et quand vous nous dites chaque détail compte, moi j'étais comme ça, mais catémine c'est quoi? Eh les gars, et ça faisait un peu Nollywood par contre ce moment-là. Le moment de Moïse, ça faisait un peu Nollywood. Catémine, kétamine, les gars. Nollywood. Il y a de bonnes idées, mais ça n'a pas été pensé, même si Willem est justement très talentueux, pour donner un film. Ça a été pensé pour assembler plusieurs idées. Et c'est pour ça que je répète cette idée de dire que le génie, ce n'est pas de dire je suis un génie. Et si tu ne comprends pas, ben en fait, va chercher tous mes détails. Mais c'est d'avoir l'humilité de penser différemment, de se dire, je vais être tellement fort qu'à la fin, tu vas te dire, oh, waouh! Qu'est-ce qu'il est fort. Et d'ailleurs, si vous êtes honnête avec vous-même, même les fans les plus absolus de Willem, vous n'avez pas kiffé Willem au début, parce que, à la fin, vous vous disiez, je sais pas exactement ce qui s'est passé. Ou que vous cherchiez, vous avez kiffé Willem au début, parce qu'à la fin, comme dans la friend zone, vous vous disiez, waouh, vous avez eu la récompense. Et d'ailleurs, ce qui vous pousse aussi à rester, même quand vous avez aimé le film tout au bout, c'est les petites récompenses que vous avez parfois, ou les petites twists que vous avez parfois dans le fameux couloir. Mais pour faire de grands films, et il en a les capacités, il faut être capable de quitter la mentalité que nous avons, parce que je suis aussi un petit créateur de contenu sur les réseaux sociaux, pour créer sur les réseaux sociaux, et se dire qu'on va créer pour des gens qui ne nous connaissent pas, qui nous ont jamais vus, qui ne comprennent pas nos univers, et faire justement que la magie, le tour de magie, opère.